Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite et probablement fin de notre lecture du livre de George Orwell 1984. Nous nous étions arrêtés en pleine torture de notre ami Winston et je pense qu'elle va continuer jusqu'à ce qu'il cède. Bref, nous allons voir tout ça à travers ces 2 chapitres qu'il reste et à une petite fin encore, une appendice sur le vocabulaire du néo-parlé. Nous verrons si je la lis dans cette vidéo ou la prochaine. En tout cas, sans plus tarder, on y va pour la suite, chapitre 4. Il va beaucoup mieux, il reprend du poids et des forces tous les jours, si l'on peut ici parler de jour. La lumière blanche et le bourdonnement sont constants, mais la cellule est un peu plus confortable que les précédentes. Il y a un oreiller et un matelas sur la planche qui sert de lit, un tabouret pour s'asseoir. Ils lui ont fait prendre un bain et l'ont autorisé à se laver assez fréquemment dans une bassine en fer blanc. Ils lui ont même fourni de l'eau chaude à cet effet. Ils lui ont donné des sous-vêtements neufs et une combinaison propre. Ils ont pansé son ulcère variqueux avec une pommade apaisante. Ils lui ont arraché ses dernières dents et lui ont octroyé un dentier tout neuf. Des semaines ou des mois se sont écoulés sans doute. Il lui serait maintenant possible d'enregistrer le passage du temps s'il en éprouvait la moindre envie, car on lui apporte à manger à intervalles réguliers, semble-t-il. Il reçoit en effet 3 repas par 24 heures, selon son estimation. Il lui arrive de se demander vaguement s'il les reçoit le jour ou la nuit. Il s'étonne d'être aussi bien nourri. Viande au menu, un repas sur 3. Une fois, il y a même eu un paquet de cigarettes. Il n'avait pas d'allumettes, mais le garde qui lui a apporté à manger sans un mot lui a donné du feu. La première fois qu'il a tenté de fumer, il a eu la nausée, mais il a persévéré et fait durer le paquet, ne fumant qu'une demi-cigarette après chaque repas. Ils lui ont donné une ardoise avec un bout de crayon attaché dans le coin. Au début, il ne s'en est pas servi. Même éveillé, il baignait dans un état de torpeur. Souvent, il restait allongé, sans bouger d'un repas à l'autre, tantôt endormi, tantôt plongé dans des rêveries floues, sans se donner le mal d'ouvrir les yeux. Il s'est depuis longtemps accoutumé à dormir avec une lumière crue dans la figure. Ça ne change pas grand-chose, sinon qu'on fait des rêves plus cohérents. Il rêve beaucoup durant cette période et ce sont toujours des rêves heureux. Il se trouve dans la contrée dorée ou assis parmi des ruines colossales et glorieuses, baigné de la lumière, avec sa mère, avec Julia, avec O'Brien, sans rien faire d'autre que prendre le soleil et causer paisiblement. Les rares pensées qui lui viennent à l'état de veille tournent toujours autour de ses rêves. Il ne semble plus capable du moindre effort intellectuel maintenant que le stimulus de la douleur lui a été retiré. Il ne s'ennuie pas, il n'a aucun désir de converser ni de se distraire. Être seul sans avoir à appréhender les coups ni les interrogatoires, manger à sa faim, se tenir propre, le satisfait pleinement. Petit à petit, il passe moins de temps à dormir, mais il n'éprouve toujours pas le besoin de sortir de son lit. Son seul plaisir est de rester tranquille en sentant son corps reprendre des forces. Il se palpe ici ou là pour s'assurer qu'il ne se leurre pas, que ses muscles s'arrondissent, que sa peau se tend. Enfin, il apparaît sans conteste qu'il reprend du poids. Ses cuisses sont nettement plus grosses que ses genoux. Alors, sans conviction tout d'abord, il se met à faire de l'exercice régulièrement. Bientôt, il est capable de marcher 3 kilomètres calculés en pas dans sa cellule et ses épaules voûtées se redressent. Il tente des exercices plus élaborés et note avec stupeur et humiliation tout ce qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas marcher vite, il ne peut pas tenir son tabouret à bout de bras, il ne peut pas rester sur un pied sans tomber. Accroupi sur ses talons, il découvre que se lever lui cause des élancements atroces dans la cuisse et le mollet. Il se met à plat ventre et tente de se soulever à force de bras. Peine perdue, il ne décolle pas d'1 centimètre. Mais au bout de quelques jours et de quelques repas, ce tour de force lui-même est à sa portée. Vient un temps où il réalise 6 fois de suite. À vrai dire, il devient fier de son corps et se met à nourrir la conviction intermittente qu'il est aussi en train de retrouver figure humaine. C'est seulement lorsqu'il passe machinalement la main sur son front dégarni que lui revient en mémoire le visage couturé et détruit que lui a renvoyé son regard dans la glace. Son esprit se fait plus actif. Il reste assis sur la planche du lit, adossé au mur, l'ardoise sur ses genoux, et se met en devoir de se rééduquer. Il a capitulé, c'est entendu. En réalité, il le voit aujourd'hui. Il était prêt à capituler longtemps avant de l'avoir décidé. Dès l'instant où il est entré au ministère de l'amour, et oui, pendant ces minutes où Julia et lui se trouvaient réduits à l'impuissance et où la voix d'acier du télécran leur donnait ses consignes, il a saisi la vanité, la légèreté de sa tentative pour se dresser contre le pouvoir du parti. Il sait maintenant que la Mantopolis l'observait depuis 7 ans,
tel le scarabée sous la loupe. Il n'a pas pu faire un geste, ni dire un mot qui leur ait échappé, ni entretenir une réflexion qu'il n'ait pu déduire, jusqu'au grain de poussière blanche qu'ils ont replacé sur la couverture de son journal. Ils lui ont passé des enregistrements, montré des photographies, certaines de Julia et lui. Oui, même ça, il ne peut plus lutter contre le parti. D'ailleurs, le parti est dans le vrai, il le faut bien. Comment le cerveau collectif immortel pourrait-il se tromper? Au nom de quels critères extérieurs évaluer ses jugements? La santé mentale est bien une affaire de statistiques. Il suffit d'apprendre à penser de la même façon qu'eux, seulement. Le crayon épais est malcommode à manier. Il se met à écrire les idées qui lui viennent. Il écrit d'abord en grosses majuscules maladroites « Liberté et servitude ». Puis, presque du même mouvement, il écrit au-dessous « 2 et 2 font 5 ». Mais là, il se produit un blocage. Son esprit, comme s'il reculait devant un obstacle, semble incapable de concentration. Il sait qu'il sait ce qui vient ensuite, mais sur le moment, impossible de s'en souvenir. Quand il s'en souvient, c'est seulement par le raisonnement conscient, et non spontanément. Il écrit « Dieu est pouvoir ». Il accepte tout. Le passé est modifiable, le passé n'a jamais été modifié, l'Océanie est en guerre contre les Stasi, l'Océanie a toujours été en guerre contre les Stasi. Jones, Aronson et Rutherford étaient coupables des crimes dont on les accusait. Il n'a jamais vu la photographie qui les disculpait. Elle n'a jamais existé, il l'a inventée. Il se rappelle s'être rappelé le contraire, mais il s'agissait de faux souvenirs, issus de ses illusions. Comme c'est facile tout ça, il suffit de capituler et le reste suit. Comme si, après s'être épuisé à nager à contre-courant, on décidait tout à coup d'aller dans le sens du flot. Rien ne change, ce n'est qu'une question d'attitude. Ce qui est écrit se produira de toute façon. Il ne sait plus trop pourquoi il s'est révolté. Tout est facile, à ceci près. Tout peut être vrai. Les prétendues lois de la nature sont des sottises. La loi de la gravité est une sottise. Si je voulais, a dit O'Brien, je pourrais flotter au-dessus du sol comme une bulle de savon. Winston raisonne comme suit. S'il croit qu'il flotte, et si moi je crois que je le vois flotter, alors le phénomène se produit. Tout à coup, telle une épave encombrante qui referait surface, une idée lui vient à l'esprit. Ça n'existe pas, c'est un pur produit de l'imagination, c'est une hallucination. Il la refoule aussitôt dans les profondeurs. L'erreur est flagrante. Elle présuppose que quelque part, hors de soi, il y aurait un vrai monde où se produiraient de vrais phénomènes. Mais comment serait-ce possible ? Que savons-nous de quoi que ce soit, sinon par la pensée? Tout se passe dans la tête, et tout ce qui se passe dans la tête se passe effectivement. Il n'a pas de mal à rejeter cette erreur, il ne risque pas d'y succomber. Il réalise néanmoins qu'elle n'aurait jamais dû lui venir à l'esprit. Le cerveau devrait se ménager un angle mort chaque fois qu'une pensée dangereuse se présente. Le processus devrait être automatique, instinctif, altocrime, comme on dit en néo-parlé. Il s'astreint à s'exercer au altocrime. Il se représente des propositions. La terre est plate, dit le parti, la glace est plus lourde que l'eau, dit le parti, et il s'entraîne à ne pas voir ni comprendre les arguments contre. Ce n'est pas facile, il faut des facultés considérables de raisonnement et d'improvisation. Ainsi, les problèmes arithmétiques soulevés par l'énoncé 2 et 2 font 5 dépassent son entendement. Il faut aussi une forme d'athlétisme mental pour sauter d'une logique subtile à une ignorance parfaite des erreurs de logique les plus grossières. La bêtise est aussi nécessaire que l'intelligence et tout aussi difficile d'accès. Pendant ce temps, une part de lui se demande quand ils vont l'abattre. Tout dépend de toi, a dit O'Brien, mais il sait qu'il ne peut rapprocher l'échéance par un acte délibéré. Ce pourrait être dans 10 minutes, comme ce pourrait être dans 10 ans. Ils vont peut-être le maintenir à l'isolement pendant des années, l'envoyer dans un camp de travail, le libérer pendant un temps comme il arrive parfois. Il est parfaitement possible qu'avant son exécution, ils doivent repasser par toutes les étapes du cérémonial de l'arrestation et des interrogatoires. La seule certitude, c'est que la mort ne vient jamais quand on l'attend. La tradition, qui relève du non-dit, veut qu'il tire dans le dos, toujours dans la nuque, sans préavis, au moment où on longe un couloir de cellule en cellule. Un jour, mais ce n'est pas l'expression juste, ce pourrait tout aussi bien arriver une nuit. Une fois donc, il s'est laissé aller à une rêverie étrange et bienheureuse. Il marchait dans un couloir, attendant la balle. Il savait qu'elle allait arriver incessamment. Tout était en place, lissé, réconcilié. Fini les doutes, fini les discussions, la souffrance, la peur. Son corps était sain et puissant. Il marchait sans effort dans la joie du mouvement et avec la sensation d'avancer au soleil. Il ne longeait plus les étroits corridors blancs du ministère de l'amour. Il se trouvait dans un vaste passage, large d'1 kilomètre, celui où il avait cru marcher quand il était sous l'emprise de la drogue. Il était dans la contrée dorée. Il suivait le sentier à travers le pré tondu par les lapins.
Il sentait l'herbe courte et élastique sous ses pas et la douceur du soleil sur son visage. En lisière du champ, les ormes frémissaient à peine, et quelque part, plus loin, coulait le ruisseau où les chevennes nagent dans les trous d'eau sous les saules. Tout à coup, il sursaute d'horreur. La sueur lui inonde l'échine. Il vient de s'entendre crier. « Julia, mon amour, Julia, Julia !» Un instant, l'illusion de sa présence l'a submergée. Elle n'était pas seulement avec lui, mais en lui, comme si elle s'était glissée dans sa peau. En cet instant, il l'a aimée bien plus fort que du temps où ils étaient ensemble et libres. Et puis, il a eu comme la certitude qu'elle était vivante et qu'elle avait besoin de son aide. Il se recouche et tente de se calmer. Qu'a-t-il fait? Combien d'années vient-il d'ajouter à sa servitude par cet instant de faiblesse? Dans une minute, il va entendre un bruit de bottes dans le couloir. Ils ne pourront pas laisser un tel éclat impuni. Ils sauront, s'ils le savent déjà, qu'il a rompu l'accord passé avec eux. Il obéit au parti, mais il le hait toujours. Autrefois, il dissimulait son esprit hérétique sous le masque de la conformité. Voilà qu'il vient de régresser. Son intelligence a capitulé, mais il espérait conserver inviolé le fond de son cœur. Il sait qu'il a tort, mais il préfère avoir tort. Ils le comprendront. O'Brien le comprendra. Ce cri inconsidéré résonne comme un aveu. Il va falloir tout recommencer. Ça prendra peut-être des années. Il se passe une main sur le visage pour tenter de se familiariser avec sa nouvelle physionomie. Les joues profondément ridées, les pommettes saillantes, le nez aplati. En outre, depuis la fois où il s'est vu dans le miroir, on lui a fourni un dentier. Il n'est pas facile de conserver un visage indéchiffrable quand on ne sait pas au juste à quoi il ressemble. D'ailleurs, le contrôle des traits ne suffit pas. Pour la première fois, il se doute que, quand on veut garder un secret, il faut aussi se le cacher à soi-même. Il faut savoir qu'il est là, mais tant qu'on n'en a pas besoin, il ne faut jamais le laisser émerger à la conscience sous quelque forme identifiable que ce soit. Désormais, il ne lui suffira plus de penser juste. Il faudra aussi sentir juste, rêver juste, tout en gardant sa haine enfermée en lui comme une boule qui ferait partie de lui sans être liée au reste de sa personne. Une sorte de kyste. Un jour, ils vont décider de l'abattre. On ne sait jamais quand, mais il doit tout de même être possible de le deviner, une dizaine de secondes à l'avance. Ils arrivent toujours par derrière quand on marche dans un couloir. 10 secondes devraient suffire, juste le temps que le monde qu'il porte en lui opère son revirement. Et puis, soudain, sans souffler mot, sans ralentir le pas, sans qu'un trait de son visage ne bouge, le masque tombera et les batteries de sa haine feront bang. La haine se répandra en lui comme une immense flamme rugissante. Et, presque au même instant, la balle aussi fera bang. Trop tard ou trop tôt. Ils lui auront explosé la cervelle avant d'avoir pu la reconquérir. La pensée hérétique demeurera impunie, impénitente, hors de leur portée à jamais. Ils auront ouvert un gouffre dans leur propre perfection, mourir en les haïssant. La voilà, la liberté. Il ferme les yeux. C'est plus difficile que d'accepter une discipline intellectuelle. Il s'agit de se dégrader soi-même, de se mutiler. Il va falloir qu'il plonge au cœur de la fange la plus immonde. Qu'est-ce qui est le plus affreux, le plus répugnant de tout? Il pense à Big Brother, l'énorme face, parce qu'on la voit sans cesse sur les affiches. Il se figure qu'elle mesure 1 mètre de large, avec sa grosse moustache noire et ses yeux qui te suivent partout, semblent lui entrer dans sa tête en douceur de son propre mouvement. Quels sont ses vrais sentiments envers Big Brother? Un bruit de bottes se fait entendre dans le couloir. La porte en acier s'ouvre avec un bruit métallique et O'Brien entre dans la cellule. Derrière lui, l'officier au visage de cire et les gardes en uniforme noir. « Lève-toi » lui enjoint O'Brien. « Viens ici. » Winston se place devant lui. O'Brien le prend par les épaules de ses mains puissantes et le regarde de près. « Tu as songé à me tromper. C'est stupide. Tiens-toi droit. Regarde-moi en face. » Il marque un temps puis poursuit sur un ton plus aimable. « Tu fais des progrès. Intellectuellement, il n'y a plus grand-chose à redire. C'est sur le plan affectif que tu stagnes. Dis-moi, Winston, et surtout, ne me mens pas. Tu sais que je suis toujours en mesure de détecter les mensonges. Dis-moi, quels sont tes vrais sentiments à l'égard de Big Brother? » « Je le hais. »« Ah, tu le hais. Bien. Alors il est temps que tu t'engages dans la dernière étape. Tu dois aimer Big Brother. Il ne suffit pas de lui obéir, tu dois l'aimer. » Il lâche Winston et le pousse sans brutalité vers les gardes. « Salle 101 » indique-t-il. Chapitre 5. À chaque stade de son incarcération, Winston a su, ou cru savoir, où il se trouvait dans cet édifice sans fenêtre. Peut-être ressentait-il des différences de pression. Les cellules où les gardes l'ont battu se situaient au sous-sol. La salle où O'Brien l'a interrogé en hauteur, sous les toits, ou presque. Ici, il est à des mètres de profondeur, tout au fond.
La cellule est plus grande que la plupart de celles qu'il a connues, mais il ne fait guère attention à ce qui l'entoure. Ce qu'il repère, ce sont 2 petites tables placées devant lui, chacune couverte d'un tapis de feutre vert, l'une à 1 mètre de lui, l'autre plus loin, près de la porte. Il est assis sur une chaise, attachée si serré qu'il ne peut bouger aucune partie de son corps, pas même la tête. Une sorte de tampon lui enserre la nuque et le contraint à regarder droit devant lui. Pendant un moment, il est seul, puis la porte s'ouvre et O'Brien entre. « Une fois, tu m'as demandé ce qu'il y avait dans la salle 101. Je t'ai répondu que tu le savais déjà. Tout le monde le sait. Ce qu'il y a dans la salle 101, c'est ta pire terreur. » La porte s'ouvre de nouveau. Un garde entre avec un objet grillagé, boîte ou panier. Il le pose sur la table du fond. O'Brien lui faisant écran, Winston ne peut pas voir ce qu'il y a dedans. La pire terreur, poursuit O'Brien, varie d'un individu à l'autre. Pour les uns, c'est d'être enterré vivant, pour d'autres, brûlé vif, pour certains, c'est la noyade, le pal et 50 autres morts possibles. Il y a des cas où il s'agit de quelque chose d'assez banal, qui n'est même pas mortel. Il s'est légèrement déplacé sur le côté de sorte que Winston voit un peu mieux ce qu'il y a sur la table. C'est une cage plus ou moins rectangulaire avec une poignée en haut pour la transporter. Sur le devant, on a fixé quelque chose qui ressemble à un masque d'escrimeur, face concave à l'extérieur. Bien que cette cage se trouve à 3 ou 4 mètres de lui, il voit qu'elle est divisée en 2 compartiments avec des créatures dedans. Ces créatures sont des rats. « Toi, dit O'Brien, ta pire terreur, ce sont les rats. » Un frémissement prémonitoire s'était emparé de Winston à la vue de la cage sans qu'il ait su au juste de quoi il avait peur. Mais à présent, l'usage du masque fixé dessus s'impose à lui et il sent ses boyaux se liquéfier. « Tu peux pas faire ça !» s'écrie-t-il d'une voix étranglée et aiguë. « Tu peux pas, c'est impossible !» Tu te souviens du moment de panique qui survenait dans tes rêves ? Tu butais contre un mur de ténèbres et tu entendais un rugissement. Il y avait quelque chose de terrible de l'autre côté du mur. Tu savais que tu savais ce que c'était, mais tu n'osais pas le mettre au jour. C'était ces rats qui se trouvaient de l'autre côté. « O'Brien, dit Winston avec un effort pour maîtriser sa voix, tu sais que ce n'est pas nécessaire, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» O'Brien ne répond pas directement. Quand il reprend la parole, c'est sur ce ton de maître d'école qu'il affecte parfois. Il regarde loin devant lui, un air réfléchi, comme s'il s'adressait à un public dans le dos de Winston. En elle-même, la douleur ne suffit pas toujours. Il est des occasions où la volonté humaine va résister à la douleur, y compris jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais pour chacun, en revanche, il existe quelque chose d'insoutenable, quelque chose qui ne peut pas se regarder en face. Ce n'est pas une question de courage ou de lâcheté. Quand on tombe dans le vide, il n'est pas l'âge de se rattraper à une corde. Quand on remonte des profondeurs de la mer, il n'est pas l'âge de remplir ses poumons d'air. Ce n'est qu'un instinct qu'il est impossible d'ignorer. Il en va de même des rats. Pour toi, ils représentent l'insoutenable. C'est une forme de pression que tu ne peux pas supporter, quand bien même tu le voudrais. Tu vas faire ce qu'on attend de toi. Mais quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Comment veux-tu que je passe si je ne sais même pas ce que c'est ? O'Brien prend la cage et la pose sur la table proche. Il l'installe avec soin sur le tapis vert. Winston entend son sang lui chanter aux oreilles. Il a le sentiment de se trouver dans une absolue solitude. Il est au milieu d'une vaste plaine vide, d'un désert plat inondé de soleil, où tous les bruits lui parviennent d'horizons lointains. Pourtant, la cage n'est pas à 2 mètres de lui. Les rats sont énormes. Ils sont à l'âge où leur museau s'aplatit en leur donnant une expression féroce, où leur pelage prend une teinte brune plutôt que grise. Le rat est un rongeur, dit O'Brien, en continuant de s'adresser à un public invisible, mais un rongeur carnivore. Tu es au courant. Tu auras entendu parler de ce qui se passe dans les quartiers pauvres de cette ville. Il y a des rues où une femme n'ose pas laisser son bébé seul à la maison, ne serait-ce que 5 minutes, car il est clair que les rats vont l'attaquer et n'en laisser que les os en un rien de temps. Ils attaquent aussi les malades et les mourants. Ils font preuve d'une intelligence prodigieuse pour repérer les humains sans défense. Un concert de couinements s'élève de la cage. Winston a l'impression qu'ils viennent de très loin. Les rats se battent. Ils font mine de sauter à la gorge à travers la cloison. Winston entend aussi un gémissement de désespoir. Ce gémissement lui paraît extérieur à lui. O'Brien s'empare de la cage et actionne quelque chose. On entend un bref déclic. Winston tente un effort désespéré pour s'arracher à la chaise, vain effort puisque toutes les parties de son corps et jusqu'à sa tête sont immobilisées. O'Brien approche la cage, qui n'est plus qu'à 1 mètre du visage de Winston. « J'ai actionné la première manette. Tu comprends comment cette cage est conçue. Le masque va s'adapter sur ton crâne, sans laisser d'issue.
Quand j'actionnerai cette autre manette, la porte de la cage coulissera et les bêtes affamées jailliront comme des boulets de canon. Tu as déjà vu un rat faire un bond? Ils vont te sauter à la figure et ronger ta chair. Parfois, ils commencent par attaquer les yeux, parfois ils fouissent dans les joues pour dévorer la langue. La cage se rapproche, elle sur lui. Winston entend une cascade de cris aigus qui lui semblent pousser au-dessus de sa tête. Mais il lutte farouchement contre son affolement. À réfléchir, même s'il ne reste qu'une fraction de seconde. Réfléchir est son seul espoir. Tout à coup, l'odeur de moisi des bêtes lui agresse les narines. Infecte. Ses boyaux se convulsent violemment et il croit perdre connaissance. Pendant un instant, il est fou. Il n'est plus qu'un animal qui hurle. Pourtant, il sort du noir en s'accrochant à une idée. Il y a une façon et une seule de sauver sa peau. Il faut qu'il interpose un autre être humain, le corps d'un autre, entre lui et les rats. Le cercle du masque est assez grand pour lui boucher la vue de tout autre objet. La porte grillagée n'est plus qu'à une coudée de son visage. Les rats ont compris ce qui les attend. L'un des deux fait des bonds sur place, l'autre, vieux briscard pelé des égouts, se dresse pattes roses accrochées au barreau et renifle d'un air féroce. Winston voit ses moustaches et ses dents jaunes. De nouveau, la panique la plus noire s'empare de lui. Il est aveugle, sans défense, incapable de penser. C'était un châtiment courant dans la Chine impériale, commente O'Brien, plus didactique que jamais. Le masque se referme sur lui, le grillage frotte contre sa joue et puis... Non, ce n'est pas du soulagement, ce n'est qu'un espoir, une lueur d'espoir en tout cas. Trop tard peut-être, mais il vient de comprendre que dans le monde entier, il n'y a qu'une personne et une seule sur laquelle transférer ce châtiment, un seul corps qu'il puisse interposer entre lui et les rats. Et il se met à brailler frénétiquement. « Faites ça à Julia, faites-le à Julia, pas à moi, à Julia ! Faites-lui ce que vous voulez, je m'en fous, défigurez-la, déchiquetez-la jusqu'à l'os, mais me faites pas ça, pas à moi, faites-le à Julia !» Il tombe à la renverse au fond de gouffres infinis pour échapper au rat. Il est toujours attaché à sa chaise, mais il a traversé le plancher, les murs de l'édifice, la terre, les océans, l'atmosphère, l'espace, les abîmes entre les étoiles. Loin, 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 toujours plus loin des rats. Il est à des années-lumière, mais O'Brien reste à ses côtés. Il sent toujours le grillage froid contre sa joue. Alors, dans les ténèbres qui l'enveloppent, il entend un autre déclic et il comprend qu'on n'a pas ouvert la porte de la cage, on l'a fermée. Eh bien, vous savez quoi, on va s'arrêter finalement sur cette dernière touche. Ça finit bien, enfin ça finit bien, ça laisse le suspense pour la prochaine. Est-ce que du coup Julia va être emmenée à sa place? Est-ce que Winston va laisser son amoureuse à sa place? Bref, plein de questions, et puis ça, c'est bien, ça va laisser... il reste un chapitre, le chapitre 6, et également un petit chapitre sur le vocabulaire, en fait, du néo-parler, donc avec 2-3 infos, a priori. Donc c'est pas plus mal, ça va faire une bonne dernière vidéo. J'espère que vous n'avez pas eu peur des rats, parce que c'est vrai que ça peut être une phobie pour certains, et la torture était pas des plus cool, hein, on va pas se mentir. En tout cas, on peut voir... j'en ferai peut-être un plus grand débrief à la fin, mais on peut voir la puissance d'un régime en utilisant des méthodes comme ça. Certes, c'est une dystopie, mais si elle est imaginée, on peut s'imaginer d'ailleurs que dans certains pays, ça fonctionne sur ce modèle-là, hein, pour ne pas les citer. Voilà, on est quand même bien où on est. J'espère en tout cas que ça vous aura plu cette lecture et on attend la prochaine. N'hésitez pas à me dire ceux qui vont jusqu'au bout de la lecture, là, quel livre vous aimeriez avoir pour la prochaine fois. Bon, la prochaine on finit, 1984, mais pour du coup dans 2 semaines, une nouvelle lecture. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée ou une belle nuit si tel est le cas et je vous dis à très vite pour la suite.